Hélène Baum. Enchanté. Denis, c'est des conseillers régionaux en plus. Voilà, conseiller régional et puis vice-président de la métropole. Sans blague. Cette fois, on est chez toi? Ah, bien sûr, monsieur le ministre, on reprend tout à fait la cartographie des circonstances. C'est vrai. Maintenant, on est chez toi. Voilà. Vous, le président de la République, candidat, a lancé sa campagne. J'étais là. Oui. Voilà. Oui, là-bas, je les pas. J'ai animé avec François la table ronde sans table. J'ai vu. T'en as pour 2 secondes. Dis ce que j'interviens auprès du gouvernement pour dire ce que tu as dit. Vas-y. Les jeunes Ukrainiens n'ouvrent pas droit à l'allocation de rentrée scolaire. Ça a été arbitré en mars quand on pensait qu'ils ne seraient plus là à ce moment-là. Il n'y a pas besoin d'une loi, il suffit d'une note à la CNAF pour que la CNAF dise à son réseau de verser l'allocation de rentrée scolaire. Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. J'ai fait une lettre pour demander. Voilà. Et ça serait bien vu. Et les autres. Et ils attendent. Le gouvernement me dit attends. Ouais, attends. Et les autres populations hébergées ont droit à l'allocation de rentrée scolaire. Je fais les exceptions ukrainiennes, j'ai un sujet moi. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup des enfants. En général, c'est des adultes. C'est des adultes. On a des enfants partout. Donc moi, j'ai un sujet avec... Écoutez, j'ai un sujet d'universalité de nos mesures. Voilà. Un sujet. Eh bien, je compléterai mon information. Mais le ministère a dit que ça serait bienvenu. Ça serait bien vu. Bien vu et bienvenu. C'est pas chez moi. Voilà. Oui, c'est Pribil. Déjà, que j'ai envoyé. Oui, pour les aider. Oui. Toute la prévention spécialisée. Et donc nous recréons, avec le soutien de l'État, le préfet notamment. Et le département t'a rendu l'argent qu'il... Il n'avait plus rien mis. Donc, c'est une compétence obligatoire. Oui, mais vu qu'il n'avait plus rien, il nous a transféré plus rien. Il avait baissé le budget. Donc il est passé de 2 millions à 200 000 euros, donc on a touché 200 000 euros. Donc pas de quoi recréer. Tu as repris en compétence métropolitaine la prévention? Toutes les compétences sociales du département, c'est mieux pour nous. Mais c'est et surtout pour les gens. C'est probablement pour ça que ça marche ici, puisque l'expérience des bataillons de la prévention, les expériences sont inégales d'un territoire à l'autre. Donc et nous, en plus, en Ile-de-France, on a un vrai problème de recrutement. Je ne sais pas ce qu'il en est ici, mais... Ici aussi. Pareil. Un an pour recruter 22 personnes. Voilà. On va vous expliquer ça. Non. Mais c'est des bons. C'est ça l'objet de la... J'ai commencé l'informel au mauvais endroit, c'est ça? Voilà. On n'est pas... C'est l'objet de la table ronde. Donc Ah mince, on a commencé. Mais c'est bien, c'est naturel. À Dijon, on fait des tables rondes sans table. c'est des tables rondes, c'est la des deuxième petites tables rondes. On se met là-bas? On se met où? Allez, chacun se met là. D'accord. On prend du... D'accord. On va pas prendre de distance. Ça va? J'ai perdu mon dossier. Donc avec ça? Voilà. Voilà, ici. Très bien. D'accord. Voilà. Alors, on dit que c'est... Sarah, elle est où, Sarah Bello? Elle est là. Donc, vous nous faites une présentation du projet, et puis ensuite... On échange. Mathieu, il est là, d'accord. Bon, d'accord. Et puis après, on échange, et le ministre s'exprime. Voilà. Et ben, du coup, je vais commencer. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Sarah Bello. Je travaille sur le projet de renouvellement urbain du quartier depuis un moment. Et donc, du coup, on m'a donné la lourde tâche de vous présenter à la fois le projet de renouvellement urbain du quartier, le quartier de la Fontaine-Douche, en présence du coup, de tous les élus et les acteurs du quartier. Donc, j'ai pris quelques antichesses. Je m'en excuse, mais pour essayer d'être le plus, plus exhaustif possible. Et voilà. Donc, je laisserai les uns et les autres compléter ce que je dirais. Donc Fontaine-Douche, c'est le plus grand quartier prioritaire de la métropole. Il y a à peu près 9000 habitants dans le quartier, on va dire, historique. Et puis les périmètres administratifs font qu'il y en a 7500 dans le quartier prioritaire.
c'est un taux de pauvreté qui est 3 fois celui de la métropole, mais c'est surtout, et vous le voyez, un quartier qui est très attachant, un quartier qui est très divers et sur lequel il est très agréable à la fois de vivre, d'habiter et voilà. Ça fait partie des quartiers qui ont été construits dans les années 70, donc c'est un quartier un petit peu tardif pour les grands ensembles et qui du coup avait une image de modernité au moment de sa construction. Voilà. Et c'était un quartier en fait qui historiquement devait servir de débouché pour l'autoroute A38, qui est l'autoroute qui vient de Paris. Et donc tous les axes de ce quartier étaient surdimensionnés. C'était des 2 fois 3 voies qui traversaient le quartier, mais surtout du coup qui n'étaient pas du tout pensés pour les habitants du quartier, mais plutôt pour permettre de rentrer très vite dans la ville, qui est fort jolie d'ailleurs, mais qui du coup n'arrange pas les affaires du quartier. Donc on y reviendra, mais par contre le quartier avait de très forts atouts dès le départ, c'est les logements, et ce sont des très beaux logements et des très grands logements. Et c'est aussi un quartier qui a été conçu dès le départ avec un certain nombre d'équipements et de services publics pour les habitants. Donc il y a 6 groupes scolaires, 2 collèges, je ne vais pas en faire toute la liste, mais il y a des équipements sportifs, une piscine, des équipements culturels puisqu'il y a un théâtre. Et pour autant, du coup, il a... Pardon ? Accessible aux personnes à mobilité. Bien sûr. Bien sûr. Et donc du coup, mais c'est quand même un quartier sur lequel il a fallu réinvestir, bien évidemment. Donc dès 2005, avec le premier projet de renouvellement urbain, en fait, il y a eu tout un travail qui a été mené, mais plutôt sur les franges du quartier. Du coup, c'est ce que je disais, puisque c'était un quartier qui servait beaucoup trop au transit des voitures venant d'ailleurs. Et donc c'est grâce à cela que du coup il y a pu avoir une nouvelle promenade qui a été faite le long du quai des Carrières Blanches afin de relier à nouveau le quartier de la Fontaine-Douche et le lac Kyr qui était situé à proximité, qui était historiquement lié puisque construit à la même époque, mais également tout un travail sur le boulevard Bachelard pour là aussi réduire la place de la voirie, de la voiture et redonner de la place aux piétons et aux habitants. Et puis bien évidemment, du coup, ce premier programme a permis la restructuration complète du centre commercial de la Fontaine-Douche pour lui donner l'image qu'il a aujourd'hui avec la nouvelle place et la nouvelle place du marché. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y venir aujourd'hui ou sinon une autre fois. Depuis 2018, du coup, l'idée était de poursuivre le travail engagé pour vraiment faire rentrer le renouvellement urbain au cœur du quartier et notamment pour travailler sur les questions d'habitat, mais encore une fois sur les questions d'accessibilité au quartier. Et donc, l'année dernière, à l'été 2021, on a démoli un pont routier, là aussi, qui devenait vraiment anachronique par rapport à... et puis qui vraiment compliquait le fonctionnement du quartier. Et donc, je ne sais pas par où vous êtes arrivé, mais en tout cas, on y passera tout à l'heure, c'est la création d'un nouveau carrefour. Aujourd'hui, j'ai toujours un peu l'impression d'être presque... Ça fait 1 an seulement, et quand j'en parle, en fait, tout le monde a déjà oublié à quoi ressemblait le pont, sauf quelques irréductibles qui aiment regarder les photos anciennes, mais sinon, ben voilà, c'est vrai que le nouveau carrefour a été adopté par les habitants du quartier. Certains habitants dijonnais nous font la remarque que du coup ils ne passent plus par là parce que ça devient trop compliqué, mais c'est finalement qu'on a réussi le pari qui était celui qui était fait. Il y a également tout un travail qui est fait par qui est conduit avec les bailleurs sociaux du territoire, puisque plus de 1200 logements vont être réhabilités dans le cadre du programme de renouvellement urbain. Très peu de logements vont être démolis, puisque c'est ce que je disais, il y a une très grande qualité des logements. Et donc c'est plutôt un travail fin qui est fait avec chacun des bailleurs pour pouvoir en fait retravailler à rendre à cet habitat du coup ses qualités et à retravailler plutôt de manière finement sur les typologies pour permettre en fait d'avoir des plus petits logements qui manquaient beaucoup dans le quartier, notamment pour les personnes âgées ou pour les jeunes en début de parcours résidentiel. Et du coup, le troisième travail qui est conduit, c'est sur l'offre de services, hein, c'est ce que je disais, l'amélioration, et donc tout un travail aussi sur les groupes scolaires, dans la continuité de ce qui est fait aussi dans le reste de la ville, mais avec un focus particulier, bien évidemment, on le verra notamment à l'école Buffon. Et puis un travail aussi donc, sur les associations qui travaillent au quotidien avec les habitants, et donc notamment la Maison Parc où nous sommes aujourd'hui, et donc qui a été créée en 2016, vous m'avez dit tout à l'heure Mathieu, qui le présentera dans le détail, je ne reviens pas. Mais vous allez me dire du coup, là on était là aujourd'hui aussi pour parler un peu agriculture urbaine, donc pour l'instant j'ai fait un long détour sans prononcer une seule fois le mot. Donc là l'idée c'était en fait
l'appel à projet des quartiers fertiles qui avait été lancé en 2020 par l'ANRU a fait un écho particulier à Dijon, puisque Dijon avait été lauréat du programme Territoire d'innovation en 2019, avec un programme qui s'appelait Dijon Alimentation Durable 2030. Et donc en fait, si vous voulez, le projet qui avait été présenté en 2020 à l'ANRU était un projet du coup qui effectivement cherchait à relier ces deux grands programmes et sur lequel nous avions travaillé. Donc nous avons retravaillé en 2021 le projet, puisque du coup en 2020 il avait été travaillé un peu en chambre, on va dire, puisque évidemment, je ne vous le rappelle pas, mais c'était pas la bonne période pour faire des grandes concertations publiques et associer tous les partenaires du projet. Et donc nous avons retravaillé notamment pour remettre au centre du projet la Maison Phare, qui est un acteur incontournable du quartier, et pour pouvoir représenter le projet en tout début de 2022 à l'ANRU, et sur lequel nous sommes en train de travailler. Et donc vous voyez ici les toutes premières réalisations. Voilà, en quelques mots. On va te poser une question. Oh bah, je vous en prie. Et qui sont les agriculteurs urbains qui font vivre la ferme urbaine ou... Ah bah, vous avez d'autant plus droit de poser la question que c'est pas moi qui vais y répondre, en plus je vais transmettre la parole du coup directement au président de la Maison Phare. Bonjour à tous, bienvenue Monsieur le ministre, bienvenue Monsieur le maire, merci beaucoup d'être là, bienvenue Monsieur le préfet. Merci beaucoup de venir visiter cette maison phare qui essaie de fonctionner au mieux. Je me présente, je m'appelle Bernard Bezoche, et je suis le tout nouveau président de la maison phare. C'est donc dire avec l'aise que j'ai de vous accueillir ici. C'est mon premier acte en tant que président. Donc bienvenue. Je vais laisser les spécialistes vraiment du quartier parler très savamment de tout ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils sont en train de faire ici. Et on pourra se voir après, en cours de la réunion, pour parler un peu plus du projet de la maison phare. Et je passe la parole à Mathieu Defoe, directeur. Merci, président. Merci, monsieur le président. Félicitations. Bonjour. Avant qu'on parle trop, en fait, on a prévu plein de choses à déguster derrière. Il y a des petits bocaux, tout est très local. Il n'y a pas plus local parce que c'était juste là. Donc on est complètement dedans. Donc avant de partir, il y a plein d'habitants, plein de bénévoles qui ont préparé des petits trucs. Donc vous comptez 5 minutes pour goûter tout ça. Voilà, vous allez essayer. Vous partirez avec un petit pot, monsieur le ministre, on vous fera un petit emballage. Donc la Maison Phare, c'est une association d'éducation populaire et de pédagogie sociale qui a vu le jour en 2016 et qui est simplement la fusion d'un centre social municipal et d'une maison de quartier municipale. Les deux ont fusionné et la mairie de Dijon a fait le choix de confier la gestion des équipements à des associations d'éducation populaire. Donc on en est là. La Maison Phare, elle a construit son projet sur des espaces de travail coopératifs. C'est-à-dire qu'on a vite fait le choix de construire un café-restaurant associatif. On a vite fait le choix de travailler dans la rue et on a vraiment construit notre projet sur cette forme de travail-là. On s'est inspiré de l'éducation nouvelle, de grands pédagogues, pour vraiment travailler sur des collectifs. Donc, depuis 2016, on anime un café-restaurant, on a un restaurant associatif, on fait entre 4 et 5 ateliers de rue, on intervient directement dans la rue sous forme d'atelier. On est présent en moyenne entre 12 et 18 heures sous forme d'atelier. Et on mise cet espace-là pour créer des dynamiques collectives, pour que les habitants puissent ensuite travailler avec nous sur plusieurs projets. Le projet qu'on essaie de développer, c'est un projet qui est au carrefour du travail social, du travail d'éducation populaire et d'économie sociale et solidaire. Parce qu'en fait, on a fait le choix, qui est discutable, hein, de croiser les formes d'économie marchande, les formes d'économie de proximité, l'économie publique via les subventions, et également l'économie sociale et solidaire. Donc ces trois formes d'économie-là nous permettent de développer des lieux comme le café, comme le restaurant, et peuvent être des alternatives à d'autres modèles. Alors plus précisément, depuis maintenant 2 ans, on a développé un projet de maraîchage que Hélène présentera encore plus en détail. On présentera 3, ce n'était pas prévu, hein. Mais du coup c'est toujours mieux, vu qu'on est collectif, on présente ça de manière collective. On a fait le choix de développer un projet de maraîchage qui est réparti ici à Corcelles-Léman et dans d'autres endroits,
parce qu'on s'est dit en 2019 que l'alimentation saine, l'alimentation naturelle de qualité ne devait pas être réservée à une tranche de la population. Et on a commencé très modestement, très modestement avec quelques légumes, et on s'est dit pourquoi pas plus. Et c'est là qu'on a croisé Sarah, et c'est là qu'en fait on avait fait des demandes déjà avant Quartier Fertile, et c'est là que le projet a été accepté, c'est là qu'on a monté le projet avec la métropole, pour arriver à avoir en fait suffisamment de quantité pour pouvoir trouver dans notre restaurant associatif des conserves, des légumes frais, des légumes naturels, sans pesticides, bio, pour le quartier de Fontaine-Bouche. Très rapidement, sommairement, voilà notre projet, nous pourrons en échanger après. Et je passe la parole à Hélène, qui va présenter le projet Quartier Fertile. Bonjour. Alors, plus concrètement, le projet de maraîchage. Donc, comme l'a expliqué Mathieu, l'idée c'était d'être dans le concret plutôt que de donner des leçons sur comment bien manger, plutôt comment faisons pousser des légumes ensemble, donc de la graine jusqu'au bocal. Donc ça se traduit concrètement par, comme vous le voyez ici, une première partie sur le site du ruisseau, qui est destinée à grandir. À l'automne, on va continuer sur la promenade du ruisseau derrière Marie-Noël à mettre des petits fruitiers, d'autres arbres, mais aussi à avoir une culture un peu plus grosse, plus productive. Et on a également un deuxième site où l'association du Cercle Lake nous accueille à Courcelles, c'est à 10 minutes d'ici, pas très loin. Et donc voilà, cette année, on a produit, pour donner quelques chiffres, 300 kg de courgettes, 100 kg de tomates, une vingtaine de variétés différentes d'aromates, etc. Voilà pour la production qui va s'intensifier, et puis on commence à être un peu plus rodé, à prendre des réflexes et à avoir nos graines, etc. Donc tous ces légumes-là nous donnent envie de faire une activité de conserverie également, pour avoir des légumes disponibles à l'année, mais aussi pour se dire qu'il y a plein de légumes qui sont jetés. Donc on regarde pour récupérer des fois des invendus, des marchés, des structures de grande surface, pour retravailler ces légumes et ensuite refaire des bocaux qui puissent être disponibles à la fois pour de la vente, mais à la fois aussi pour un accompagnement dans le cadre du travail social, pour que des personnes avec moins de ressources puissent s'alimenter aussi. Qui n'est pas en gros d'alimentation à deux vitesses, une pour les plus aisés et une pour les moins aisés. Et puis voilà, cette conserverie nous donne envie aussi, pourquoi pas, de faire une épicerie mobile pour pouvoir revendre les légumes, des conserves, mais aussi des tisanes avec les aromates, etc. Au pied des immeubles. On a aussi envie d'accueillir des poules, donc un petit poulailler s'installera bientôt ici pour aussi avoir des œufs en lien peut-être avec la ferme qui est juste au-dessus. Et cocorico. Voilà. Et voilà, pour aller très rapidement le projet. Donc là, effectivement, c'est que le début, ça s'intensifie. Et qui porte tout ça pour répondre à votre question? C'est surtout une grosse équipe de super bénévoles, donc pas mal de personnes sont présentes. Mais ce sont aussi des écoliers, ce sont aussi des personnes en insertion, des personnes qui font... Comment? Thomas, notre collègue aussi, donc aussi d'autres personnes de l'équipe. Et également des personnes qui font des travaux d'insertion, travail d'intérêt général. En gros, c'est au croisement de... Voilà, les personnes peuvent venir passer 1 heure avec nous, ou 5 heures par semaine, voire plus. C'est vraiment à taille variable, on essaye vraiment de faire en fonction des envies de chacun et des besoins. Et toujours dans l'idée d'être vraiment, encore une fois, très concret, quoi. Ça peut être juste découvrir comment on pousse une courgette ou aller plus loin dans le travail. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme président de l'ANRU, j'ai eu la chance de lancer l'initiative des quartiers fertiles. Alors, effectivement, en janvier 2020, à l'Opéra Bastille, alors qu'on commençait à parler d'une maladie un peu bizarre, évidemment, c'était pas le meilleur moment, mais on avait, avec Julien de Normandie, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque, vraiment la volonté d'inscrire ce droit au bon, au bio, dans les quartiers populaires, de continuer ce que fait l'ANRU et la politique de la ville naturellement à travers le logement, les équipements publics, mais à travers une initiative vraiment participative. C'est vrai que dans nos quartiers, on a eu souvent l'habitude d'avoir des belles expériences de jardins partagés, mais à travers les quartiers fertiles, on va plus loin, parce qu'on est aussi dans une volonté de produire, et
et de faire que la production serve, entre dans un secteur marchand pour faire simple, ou en tout cas soit utilisée comme vous le faites ici dans des restaurants. Et je trouve vraiment que ce que vous nous présentez est vraiment à l'image de ce qu'on en espère et de la volonté de continuer, de s'étendre, de mettre en bocal et de partager. Et je crois, et c'est ça aussi un des enjeux des réussites de ces quartiers fertiles, et c'est ma vision des quartiers populaires, c'est qu'on vienne dans ces quartiers pour chercher l'exemplarité. Et vraiment, à travers ça, ce que l'ANRU et les collectivités locales permettent en développant ces fermes urbaines, c'est vraiment ça, c'est se dire, cette initiative-là, elle vient des quartiers populaires, on démontre que dans ces quartiers, d'abord, ici on le voit très bien, il y a dans nos quartiers à la fois parfois de la densité, mais aussi de l'espace pour cultiver, pour faire, pour fabriquer et regarder pousser. Et je trouve que c'est vraiment, je veux vraiment vous féliciter de ce que j'entrevois. Alors évidemment, monsieur le maire, le site est magnifique, donc ça aide à donner envie de cultiver. Et alors je suppose qu'il y a des initiatives aussi de jardins partagés. Et c'est pas du tout contradictoire, les initiatives se croisent et c'est vraiment important. Donc vraiment, j'entrevois d'abord probablement des composteurs. Donc vous êtes complètement dans l'esprit du projet que je soutenais comme président de l'ANRU et que je soutiens bien évidemment tout autant comme nouveau ministre. Je continue à dire nouveau, mais il faut que j'arrête, je pense. Non, moi j'ai tenu pendant 15 ans. Comme ministre de la ville et du logement. Et vraiment, moi, je tiens à cette exemplarité des quartiers et vous le démontrez aujourd'hui. Et merci aux jardiniers, aux agriculteurs d'ailleurs, parce qu'effectivement, on est dans une démarche aussi de production, d'économie sociale et solidaire. Et je pense que c'est important de garder cette volonté aussi d'être dans un axe productif à travers ces quartiers fertiles et ces fermes urbaines. Merci. Merci à vous. Les bataillons. L'un n'empêche pas l'autre. Je vais être assez rapide parce que mon propos est juste d'introduire l'intervention de l'association qui porte les bataillons. Je vais juste revenir rapidement sur l'origine de ce dispositif qui a été annoncé lors du comité interministériel des villes de Grigny de janvier 2021. Et rapidement, les deux QRR de la métropole, celui du Maillat-Chenauve et des Grésy, ont été identifiés pour pouvoir expérimenter ce nouveau dispositif au sein de la métropole. Pour rappel, il y a un peu plus d'un an, Madame Hay, qui était alors ministre déléguée auprès de la ministre de la Cohésion sociale en charge de la politique de la ville, était présente lors de la signature du mémorandum d'engagement réciproque signé par monsieur le préfet et monsieur le maire de Dijon ici présent. Et ce mémorandum, il préfigurait un petit peu la mise en place de ce dispositif. Il a fait suite à une convention a été signée par la suite, et c'est dans cette convention que l'association qui s'appelait auparavant Grand Dijon Médiation a été retenue comme l'association qui porterait ce dispositif sur la métropole. Le public cible, c'est important, il y a un choix qui a été fait, c'est de retenir la tranche d'âge des 9-15 ans comme cible prioritaire, parce qu'il a été identifié qu'effectivement, plus on intervient en amont de l'adolescence, entre autres, plus on peut être efficace pour éviter les phénomènes de rupture, voilà, qui sont et l'adolescence, on sait que c'est une période quand même relativement fragile. Donc, intervenir en amont, c'est un gage de réussite. Alors, auparavant, moi, avant d'occuper un poste de délégué du préfet, j'étais travailleur social pendant plusieurs années. Et mon expérience m'a permis d'identifier que la richesse d'un réseau de partenaires, c'est ce qui conditionne grandement la qualité d'un travail éducatif. Et je suis quand même pas mal présent sur les quartiers de par ma fonction, et j'ai pu quand même identifier que les éducateurs ici présents, pas forcément ceux-là, mais ils ont su rapidement et intelligemment s'appuyer aux structures de quartier, dont fait partie la maison phare. Voilà. Et à ce titre, je souhaitais remercier Mathieu Depoil et toutes ses équipes pour l'accueil qui a été réservé aux éducateurs. Parce que sans les structures de quartier et sans tous les dispositifs déjà en place, les éducateurs auraient grand peine à pouvoir se déployer sur le quartier.
Voilà, je ne vais pas être plus long, je voulais juste introduire un petit peu ce dispositif et puis laisser la parole à Hervé Françonnet, donc le président de l'association le directeur de l'association Médiation et Prévention Dijon Métropole. Voilà. Monsieur le maire, vous voulez dire un mot? Allez-y. Je veux juste dire aux habitants combien je suis très heureux, nous sommes très heureux, et c'est François Stalinov qui s'en occupe à la métropole, que nous ayons pu recréer, grâce au soutien de l'État, à une subvention de l'État, 50% du projet, recréer ces éducateurs spécialisés, merci Mathieu pour tout, dont nous avons besoin sur le quartier. Car je voudrais vous dire combien l'abandon par le département, de ce soutien à cette création d'une structure d'éducateurs spécialisés, on appelait ça dans le temps les éducateurs de rue, et c'est devenu péjoratif, mais en réalité ce sont des gens qui aident, accompagnent des jeunes pour leur éviter de sombrer dans la délinquance, qui les amène vers plus de formation. Pour nous, c'est vraiment un espoir. Vous êtes un espoir sur ce quartier. J'espère le faire partager aux habitants de ce quartier. Nous avons la volonté, tous ensemble, d'aider ces jeunes à partir de l'âge de 9 ans, 10 ans, d'être sur des projets et d'être enfin passé de l'autre côté de la barrière, la bonne. Voilà, c'est ça. Donc, on compte beaucoup sur vous, monsieur le directeur, et surtout sur ceux qui vous entourent. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous voir tous les deux ici, ça me permet de vous remercier, vous en tant qu'État, pour la dotation au bataillon de la prévention qui me permet aujourd'hui d'attaquer ce nouveau dispositif avec une voilure de 21 éducs, ce qui n'est pas rien, et ce qui est plutôt bien calibré par rapport à Dijon Métropole, puisqu'on est sur 5 territoires, donc ça nous permet d'être suffisamment par territoire. Donc déjà, cette voilure nous garantit une plus forte présence et une plus forte efficacité. Je remercie également aussi Monsieur le Président de Dijon Métropole sur les orientations qui étaient prises, parce qu'on a un service de prévention qui va présenter 3 singularités ici. Effectivement, la tranche d'âge, où on est sur cette tranche 9-16, où on remet le mot prévention à l'avant de la scène, et surtout on va pouvoir accompagner les parents à se repositionner auprès des enfants, ce qui est beaucoup plus aisé entre 9 et 15 ans qu'entre 17 et 25 ans. Donc là, c'est fondamental pour nous. La deuxième innovation, et qui est non des moindres, c'est de conjoindre la médiation sociale que nous portions jusqu'alors et la prévention spécialisée, faire communiquer ces deux mondes, un plutôt estampillé tranquillité publique et un plutôt protection de l'enfance. C'est pas rien, mais en tout cas c'est une belle preuve d'audace et de croyance en projet que je porte, donc en tout cas je vous remercie pour ça. Et puis la dernière, on a une des modalités d'accompagnement qu'on va développer, et moi c'est une modalité qui est née en Australie, qui s'est diligentée ensuite sur le Canada et en Belgique. Et donc tous nos éducateurs sont formés aussi à l'approche narrative pour permettre aux jeunes de redevenir auteurs de leur vie. Et ça, c'est fondamental pour moi dans l'intention qu'on va mettre dans notre présence éducative. Donc ça aussi, c'est une des modalités que je porte au sein de l'asso, et je remercie aussi la métropole pour m'avoir suivi dans ce projet. Donc voilà un petit peu aujourd'hui. Vous êtes passé ce matin également sur d'autres territoires où nous œuvrons. Donc vous voyez un petit peu la voilure de l'association. Voilà, quoi vous dire après qu'aujourd'hui nous avons 17 médiateurs sociaux et 21 éducateurs spécialisés, voilà, éducateurs de rue, qui partagent le bassin de vie des jeunes pour les éducs et de toutes les familles pour les médiateurs. Et donc l'idée c'est de continuer la professionnalisation du service de médiation et puis d'ancrer ce service de prévention dans le temps, puisque l'idée c'est, je suis convaincu qu'on ne peut pas changer les choses tous les 2 ans, tous les 3 ans, et qu'il faut s'inscrire dans une durée longue pour que les jeunes que nous croisons aujourd'hui à 7-8 ans nous connaissent encore quand ils en auront 17. Et là on aura des leviers suffisants pour pouvoir agir sur cette jeunesse. Voilà. Non mais merci, j'en parlais avec monsieur le préfet dans la voiture tout à l'heure. Les bataillons de la prévention vivent des vies relativement inégales. Et ici, vous êtes l'exemple de ce qui marche. Et c'est extrêmement réconfortant. Et je connais le rôle de la médiation et de la prévention spécialisée dans nos quartiers. Quand ça marche, c'est déterminant. Quand on a des éducateurs, et on sait, on en parlait,
c'est pas facile hein, de recruter. Je pense que vous travaillez aussi dans l'alternance et la formation en interne, parce que on connaît les difficultés aujourd'hui de recrutement, mais c'est vrai que l'État croit à ce dispositif, l'accompagne, et ici il y a une singularité, puisque des fois il faut utiliser des dysfonctionnements pour en faire un atout. La question de la prévention spécialisée portée par les départements ou portée par d'autres acteurs est une vraie question sur laquelle il faut qu'on regarde les expériences des uns et des autres. Et vraiment, d'abord, je veux féliciter les médiateurs, les éducateurs. Il y a aussi des médiateurs à l'intérieur des équipes. D'ailleurs, sur la partie médiateur, vous avez recruté avec le dispositif Adulte Relais. Alors, on a la chance, une nouvelle fois, d'avoir un Dijon Métropole qui s'est positionné sur une création d'un service avec des contrats à durée indéterminée, ce qui me permet, moi, de penser la professionnalisation des médiateurs sur le long terme. Et même si au démarrage, on a bénéficié de quelques contrats aidés, voilà, on a pu stabiliser tout le monde. Et moi, ça me permet vraiment d'aller chercher. On devrait aller chercher en janvier prochain la norme AFNOR. Aujourd'hui en France, sur les 500 structures de médiation, il n'y en a que 14 qui sont normées. Donc voilà, nous on est plutôt bien lancé sur l'audit, donc je pense qu'on sera normé sur le début 2023 comme faisant une médiation de qualité. Merci en tout cas, monsieur le préfet. Moi je suis très preneur de notes et de ce qui marche, parce que ça peut aider d'autres à progresser, parce que je ne vous cache pas qu'il y a d'autres endroits où ces bataillons ont du mal à se mettre en place pour tout un tas de raisons, difficulté de trouver des éducateurs, des relations compliquées entre les départements et les collectivités locales parfois, enfin, donc c'est... Voilà. On a gagné c'est un partenariat entre l'État et la métropole qui est un beau partenariat et qui vous permet de le développer, et je vous félicite de travailler sur cette notion de narration. J'y crois aussi beaucoup à titre personnel. Je pense que les habitants de nos quartiers ont besoin de réfléchir, d'écrire, de se sentir auteur de leur quotidien et de leur vie, et d'avoir cette entrée-là est une entrée extrêmement intéressante que je ne connaissais pas dans la médiation, mais je vais regarder la démarche australienne. Merci. Très bien. On va goûter. À cet instant, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut absolument à cet instant se tourner vers la production. Donc le président, le directeur de la Maison Phare et la personne qui nous a montré et présenté ce projet va nous parler d'un peu des projets. Un montant au global sur l'ensemble du département de la Côte d'Or, et donc il n'y a que les projets de Dijon qui sont sur le département de Dijon Métropole. Depuis le début du NPNRU, 30 millions 9 de subventions rue et 12 millions 2 de préaction logement. D'accord. D'accord, sur Dijon et Chenot. Exactement. Très bien. Merci. Ça enveloppe. Il faut dire la vérité, l'Europe, on est leader de ce projet européen. D'accord. On est tête de file avec une ville de Finlande qui s'appelle Turku. Et derrière nous, puisqu'on est tête de file, il y a Bruxelles, les grandes villes, et qui attendent que... Alors, donc c'est à l'origine, c'est un appel européen dans le cadre d'agenda. Et donc, le choix que c'était en 2019, le choix que nous avons fait en 2019, c'est de répondre sur ce quartier pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un quartier, vous l'avez vu, qui est nouvellement. Première raison. Deuxième raison, on sait que ce type de bâtiments, ce type de quartier sont assez fréquents en Europe, je dirais même relativement fréquents, avec un bâti ancien qui nécessite d'agir dessus, et on sait que ce type de bâtiment est présent encore pour des décennies. Donc, deuxième raison, c'est la nature même des bâtiments. La troisième raison, c'est qu'on souhaite faire de l'écologie tournée vers le social. Et donc, la population que vous avez rencontrée, elle a aussi, assez fréquente, à la fois sur notre territoire et en milieu urbain notamment. Donc, tous ces éléments nous ont amenés à présenter deux îlots à énergie positive, je les qualifierai tout à l'heure, deux îlots à énergie positive
qui ont pour vocation de permettre de démontrer qu'il est possible d'avoir plus de production en énergie renouvelable que de consommation, que la consommation de cette énergie, elle peut être faite sur place, donc c'est de l'autoconsommation collective, plus de 500 logements. Hein, ça fait à peu près 1100 habitants qui sont concernés, donc 1100 sur les 9000, c'est quand même une proportion non négligeable. Dans le programme également, il y avait des éléments qui traitaient de la mixité du type de bâtiment, ce qui explique qu'on est dans cette école avec une innovation. Elle est ici. Hein, J'ai reconnu le toit. Voilà, vous avez reconnu le toit. Toit photovoltaïque. Et donc, on a comme élément essentiel en termes de production d'énergie renouvelable, le photovoltaïque. On en retrouve sur les bâtiments qui sont refaits. On en aura sur voirie, sur parking. Hein, donc, d'ailleurs, je pense que... Merci, voilà. Vanessa. Alors, Vanessa, c'est pour ça très bien. Allez, Venez vers moi, venez à côté du ministre. Et donc, moi, je connais, au travers de cette maquette... Vous allez avoir voilà. des panneaux solaires sur l'espace public. Là, on a les bâtiments des bailleurs que vous voyez là, avec des panneaux solaires sur ça, c'est ces bâtiments. C'est ceux. D'accord. Et donc l'énergie l'énergie, produite, elle est utilisée, elle est revendue ou... Alors, elle est utilisée par les habitants. Donc, on a comme partenaire Enedis notamment sur la distribution. On a EDF et on a 19 partenaires sur ce projet. Le directeur régional d'EDF est là. Et là, il vous a présenté avec monsieur le directeur. Voilà. Et donc, on a à la fois de l'énergie électrique, on a une autre particularité là, sur la métropole, c'est d'avoir des réseaux de chaleur, énergie renouvelable et de récupération, majoritairement. Et donc, on a également un accroissement d'énergie renouvelable dans ces réseaux, qu'on va mener vers 80% d'énergie renouvelable. Et on comprend là, d'ailleurs, dans la situation actuelle, que la diminution de la part du gaz est une très bonne chose pour la stabilité ou la baisse du prix pour les habitants. Hein, puisque les habitants des bâtiments qui sont rénovés, c'est une diminution d'environ 40-45% de leur note, de leur consommation, pardon, je vais dire ça comme ça. Oui. La régulation, puisqu'il y a à peu près une centaine d'innovations dans ce projet, la régulation dans les logements est faite avec, on récupère les données, donc il y a derrière un dispositif qui permet de gérer les données, parce que la grande difficulté, c'est pas seulement de produire de l'énergie renouvelable, c'est de pouvoir la distribuer au bon moment, pour les bons usages. Donc c'est la rencontre en fait de la courbe de consommation et de production à tout moment qui est importante. Et donc il y a un autre aspect qui... Oui, allez-y. Là, vous voyez tout le réseau de chaleur urbain qui alimente tous les bâtiments du quartier, avec la station la chaufferie qui est juste là. Elle est en biomasse? Oui, alors c'est de la biomasse. Avant, c'était du fioul. En fait, c'est l'usine d'incinération de Dijon qui fournit une partie non négligeable de la production. En été, c'est le seulement, notamment pour l'eau chaude. Et puis, en hiver, on a une très grosse chaufferie qui se trouve... Alors, il y a donc ça, c'est dans le cadre d'un projet européen avec les partenaires énergétiques. Alors, vous n'allez pas chercher de la chaleur dans le sol? Non, on ne va pas chercher de la chaleur dans le sol. Les études qu'on avait faites sur la métropole... Fait pour le Zénith. Voilà, c'est un puits canadien sur le Zénith, qui est un très gros puits canadien, qu'on avait décidé il y a presque 20 ans. Il y a des nouveaux procédés moins profonds que les puits canadiens. Ouais. Et donc, avec des plaques... Et donc là, on a vraiment, sur ce territoire, avec notre réseau de chaleur, alors comme je dis sur ce territoire, c'est pas seulement ici, c'est l'équivalent de 55 000 logements. Les abonnés sur le RE? Oui, 55 000 équivalents logements sur trois centrales biomasse, enfin 2,5 en réalité, enfin 2 grosses. Là, ça va parce que les camions qui amènent peuvent éviter la zone dense. Oui, c'est pas toujours facile de trouver l'endroit de poser la chaufferie. Oui, notamment, par exemple, au Bourroche, ça a été un sujet assez compliqué au départ. On en a une qui se trouve un peu plus loin. C'est Consommation qui s'est chargé d'expliquer ça. Ce qui m'a valu une réunion avec 500 personnes en furie. On n'est pas candidat à des élections personnelles, donc il fallait l'envoyer. Je te remercie, François. Donc, et l'autre élément qui est important, c'est la capacité de stockage. Parce que, comme on souhaite être le plus autonome possible, et que
n'a pas toujours une rencontre parfaite entre production et consommation. On a ici, à côté de l'école, des batteries, des racks de batteries. On a deux types de batteries. On a des batteries qui sont très performantes, innovantes, etc. Et on a également des batteries qui sont des batteries de réforme automobile. Puisqu'on sait qu'on aura beaucoup de batteries automobiles dont on ne saura que faire, qui sont plus assez puissantes pour être utilisées dans les véhicules, mais qui seront encore suffisantes pour stocker de l'énergie à basse fréquence, basse intensité. Des batteries de véhicules électriques Oui, des batteries de véhicules électriques, effectivement. Et ça, vous les enterrez où? Alors, on ne les enterre pas. En fait, elles seront dans les conteneurs maritimes, deux conteneurs maritimes, à côté de l'école ici. Enfin, dans un endroit qui n'est pas accessible évidemment aux enfants, puisque ça fait partie de l'expérimentation. D'accord. Et on a de l'espace ici, c'est tant mieux. Oui, il faut en profiter. On a également du stockage d'eau, puisque là aussi, il faut qu'on puisse faire tampon le cas échéant, puisque une des problématiques qu'on rencontre d'ailleurs au plan européen aujourd'hui, c'est l'effacement des pointes, c'est-à-dire des pointes de consommation. Donc tout ce qui peut permettre l'effacement des pointes de consommation, ici, a été utilisé. Et vous êtes quand c'est du photovoltaïque? C'est du photovoltaïque. Pas de gaz, non, on est vraiment en photovoltaïque. Et donc, du coup, il y a tout un versant qui est tourné vers les habitants, parce que c'est important, certes, de voir la technologie qui va bien, mais c'est aussi très important que les habitants puissent s'emparer du sujet. Donc, je le disais, les logements Avec sont... 70 nationalités, tu vois la facilité, puisque tu en parlais des 90 de... Les logements sont instrumentés, avec la capacité pour les habitants d'influer sur leur propre consommation en leur donnant les informations. Alors on leur donne des informations pour celui qui est un peu geek, ça peut être sur son portable, pour celui qui est pas familiarisé avec ces technologies, ça peut être par écrit, ça peut être... Donc on a tout un... Ça a commencé alors, on a eu les mêmes, puisque c'était 2019, ça a commencé en 2020, donc on a eu un peu les mêmes problématiques. Alors on a commencé, il y a effectivement... Ce qui n'est pas facile sur les réseaux de chauffage urbain, c'est justement d'individualiser sa température. Il y a deux facteurs qui sont limitants, effectivement, l'individualisation et le fait qu'on connaît sa consommation, donc ce qu'on paye, des fois un an après dans ses charges. Donc, et là, du coup, on peut donner l'information en instantané. Ce qui permet aux gens d'avoir une lecture, s'ils le souhaitent, de la façon dont ils se comportent en tant que consommateurs d'énergie. Et le réseau produit l'eau chaude sanitaire et les chauffages, absolument. Donc, vis-à-vis des habitants, il y a un deuxième aspect qui est important, c'est celui de la formation, puisque on sait en France, on manque d'ingénieurs, on manque de techniciens. Et donc il y a toute une partie qui est tournée vers la population pour les inciter à prendre des formations dans ces domaines. Et puis le troisième élément qui, moi, me tient le plus à cœur, c'est de dire aussi quand même, on a été les seuls en Europe à être retenus sur ce programme en 2020. C'est de dire, ici, sur un quartier, bon, qui n'est pas forcément comme étant un quartier très valorisant par un certain nombre de personnes, y compris qui n'aiment pas le quartier d'ailleurs, c'est de dire, on leur rend aussi leur fierté de pouvoir faire des choses qui sont exceptionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, peut porter ses fruits, en tout cas contribue à tout ce que vous avez vu avant, ce qui se fait sur le quartier. Donc on est dans le cadre de Response, sur... Déjà, il faut qu'on leur explique ce que tu as, Response, les histoires. Ah oui, mais on était dans le cadre européen avec les partenaires. Il y a un dessin animé de Disney, non? Je pense qu'il n'y a pas de S, mais ça ressemble à ça. On aurait peut-être dû faire un dessin animé pour communiquer. Parce qu'on fait beaucoup de communication. Je suis jeune encore. Il y a les cheveux Pardon, je peux ne pas être sérieux. Non, mais c'est bien. C'est une certaine heure aussi. Et donc, sur ce quartier, d'autres éléments sont importants. Il y a ce qu'on appelle toute la partie data. Donc il y a tout un système derrière qui permet de traiter la donnée. Donc on a des partenaires qui se sont engagés à nous fournir les données de manière anonyme, puisqu'il y a aussi une question de secret et de confidentialité de ce que font les habitants. Donc il y a ce système est lui-même connecté en quelque sorte à On Dijon, qui est une expérimentation. Il faut que vous reveniez.
Donc on a un système qui s'appelle OnDijon, dans lequel qui connecte l'espace public. Voilà. Et donc, on gère déjà de la data. Donc, on a la reconnaissance faciale pour c'est Séoul. Non, c'est plutôt la Chine. Donc, Dijon, c'est la Chine. On contrôle, c'est pas nous qui contrôlons la reconnaissance faciale. Mais c'est la Chine et les barbecues. Et la recharge des véhicules Alors, la recharge, il y a effectivement une recharge des véhicules électriques. Alors, eux aussi contribuent en fait au stockage. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent dans les deux sens. À un moment, donc, quand on a suffisamment d'énergie électrique qui sont chargées, quand on a besoin de puissance électrique, on utilise les batteries de ces véhicules pour les renvoyer sur le réseau. Donc, tout contribue en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout contribue à l'équilibre de telle manière à avoir les consommations les plus faibles et surtout les consommations et les productions au bon moment. Vraiment par le stockage. Voilà, et là, cette maquette, elle est là pour nous aujourd'hui. Oui, elle tombe sur le quartier. À la maison. Il y a des petites explications sur le côté. C'est pour ça, c'est vachement bien. C'est la maison de projet. Oui. Les habitants vont être formés, je crois. Oui, alors il y a tout un programme. Il y a une unicité. Il y a une partie qui est confiée à un bureau d'études et il y a une unicité. Le cabinet s'appelle Civocratie, sur toute la partie gouvernance et sur toute la partie participation des habitants. Et elle est animée sur le quartier. Unicité avec des services civiques. Tout à fait, l'unicité, les PIMS et l'appartement pédagogique. Il y a un appartement pédagogique qui est juste là en fait, entre les deux quartiers, entre les deux îlots, et qui va accueillir les habitants. D'accord. C'est un beau projet. Un beau projet. Et donc il dure 5 ans ce projet. Et sa vocation, c'est d'être dupliqué, on a déjà commencé d'ailleurs, c'est d'être dupliqué sur notre territoire, mais d'être dupliqué au niveau européen. Donc on a effectivement des obligations. C'est ça comme tête de réseau, si tu veux. Voilà. J'ai eu le plaisir d'aller à Bruxelles, par exemple, pour en parler avec le bourgmestre de Bruxelles, qui est évidemment intéressé à ce que certaines parties des innovations qu'on met en place ici soient utilisées sur son territoire. Et j'ajouterais, peut-être pour être pas trop long, que de surcroît, ça a amené un certain nombre d'autres acteurs, y compris entreprises, sur des sujets, donc sur des programmes européens, alors qui sont de moindre importance, je parle en niveau financier, mais sur les mesures, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est important puisqu'on veut aussi expérimenter les quotas carbone, donc rentrer sur le marché du carbone en tant que collectivité. Ça peut nous rapporter quelque argent de surcroît, puisqu'on est une collectivité qui diminue ses émissions. On participe à du calcul aussi sur toutes les émissions sur un territoire. L'État le fait, l'Europe le fait. Il y a eu une demande de descendre sur des territoires infra, et donc on participe à ces programmes. Voilà, les C2E. On récupère bien sûr les C2E. Vous avez quelques obligés. Il y a quelques obligés qui sont là. Qui sont intéressés. Donc oui, bien sûr, il y a les services de la ville. C'est ça qu'ils étaient là. Le service énergie de la ville est très performant en la matière. Ils sont lâchés, mais... Et dans les réflexions, il y a une masse critique de nombre de logements pour que parce qu'il y a un coût d'investissement qui ne doit pas être négligeable. Alors le coût d'investissement est effectivement relativement important. On ait un retour sur l'investissement sur le temps. On ne calcule pas la chose exactement comme ça. C'est-à-dire que... Parce que lui, dites la vérité des chiffres. Non, on travaille avec EDF, on collabore étroitement sur le pilotage de ce projet-là. Et déjà pour dire, on voit bien là les immeubles d'habitation qui sont concernés, il y en a 3 là-bas, dans cet îlot là-bas, puis 2 ici. Grand Dijon habite là-bas, Orbitis ici. Et en gros, ça c'est les bâtiments sur lesquels on va avoir les productions. Et c'est l'ensemble de l'îlot, à chaque fois, qui va pouvoir profiter de chaque côté.
tout comme pour la production solaire qui va bientôt être lancée, voilà, on aura le système d'autoconsommation collective, je regarde Gilles parce que c'est lui qui gère, on va avoir l'autoconsommation collective qui va commencer bientôt, et en fait la production qui va être faite sur les groupes scolaires vont pouvoir alimenter l'ensemble des bâtiments municipaux du quartier. L'idée, c'est d'autoconsommer au maximum la production réalisée. Donc, je ne sais pas si tu veux compléter. Sur la partie masse critique, voilà, en gros, quand on était en 2019 et qu'on a préparé le projet, avec les subventions européennes, on arrivait à un business model juste au-dessus de zéro. C'est-à-dire qu'on peut assumer tous les investissements sur 20 ans. Et là, aujourd'hui, avec les augmentations, voilà, vous avez compris, on ne sait pas. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, on est assez nettement au-dessus. Donc du coup, là, ça fait une protection. On est content. Ça devient très intéressant. Et pour la duplication, on devrait... Du coup, ça nous fait c'est bien isolé ici. On sent qu'on a une verre un peu. Merci. Merci beaucoup.